Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter trois stratégies. Trois stratégies pour écrire ton livre. Pourquoi je t'en parle? Parce que j'en sors. Mon livre vient de sortir, le livre La boîte à outils du marketing vidéo, il est là. Il vient de sortir dans les librairies, disponible sur Amazon, je te mets un lien au-dessus ou en dessous. Et je vais te présenter aujourd'hui trois stratégies pour écrire ton livre. Mais avant cela, on va voir ensemble quels sont les points communs entre ces trois stratégies. Parce qu'on peut se dire comme ça, ouais, c'est facile d'écrire un livre. Voici au moins les points communs si tu veux mettre en place une de ces trois stratégies. La stratégie numéro 1, c'est l'engagement. Waouh, tu t'engages. Un engagement, qu'il soit public ou contractuel. Dans mon cas, moi, j'ai fait un engagement auprès de mon public. Alors, l'engagement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait quelques lives pour annoncer que j'allais écrire ce livre, La boîte à outils du marketing vidéo. Et une fois que tu t'es engagé publiquement, bah, quelque part, tu prends un engagement vis-à-vis de ton audience. Donc, je suis ravi d'avoir tenu cet engagement. Et puis, contractuel, eh bien, c'est cette fois-ci, si tu te fais démarcher par un éditeur, dans mon cas ici, l'éditeur, c'est Duno, qui m'a proposé donc un contrat avec une date butoir pour remettre le manuscrit. Eh bien, ça aussi, c'est une forme d'engagement qui fait que tu vas essayer de faire un rétro-planning pour tenir cet engagement. Et tu vois, encore une fois, qu'il soit public ou contractuel, dans les deux cas, engage-toi. Et quelque part, si tu ne le fais pas, si tu ne prends pas cet engagement public, si tu prends un engagement qu'envers toi-même, si ça avait été mon cas, le livre ne serait jamais sorti. Et j'ai vu plein de projets comme ça qui n'ont pas abouti juste parce qu'il manquait cet engagement public avec une date de sortie. Maintenant, le point commun entre les trois stratégies qui vont suivre, c'est la structure. Mais oui, je parle ici de transformation et de format. La structure, tu l'auras compris, c'est d'avoir au moins un squelette de sommaire détaillé. Oh, crois-moi que pour ce livre, La boîte à outils du marketing vidéo, j'en ai fait des versions de sommaire. Ouh là là, je me suis bien pris la tête. Pendant à peu près un mois, je revoyais à peu près... j'ai fait plusieurs versions de sommaire détaillé, mais ça a été un travail très utile. Et je t'explique après qu'est-ce que tu peux faire à partir de ce sommaire détaillé. Ou alors, un autre conseil également, c'est ce que j'ai pratiqué pour mon livre, c'est essayer de... Tu organises ton sommaire en grandes parties, ensuite tu vas découper des sous-parties, et l'idéal, c'est d'avoir encore des sous-sous-parties. Bon, déjà, si tu es dans un format grande partie, sous-partie, déjà c'est pas mal. Pourquoi je parle de transformation ? Imagine que tu vas proposer à ton lecteur, alors j'ai oublié de préciser que je parle bien ici de livres de non-fiction. Je ne parle pas d'un livre d'aventure avec une structure narrative qui lui est propre. D'ailleurs, la structure narrative, j'en parle dans le livre. Il y a 2 chapitres, un sur la structure narrative avec le parcours du héros et une autre partie pour raconter ton histoire et cette fois-ci, ça a vocation à parler au cerveau de ton audience. Donc la transformation, c'est lorsque tu prévois un sujet de livre. Ici, on est sur de la non-fiction. Mais sur de la non-fiction, tu vas quand même essayer de t'engager sur un objectif. Pour lire le livre, voilà ce que vous pouvez obtenir comme promesse ou comme résultat. Donc, tu vas proposer une transformation, un parcours, un chemin pour aller de l'état A vers l'état B. Donc, c'est important que quand tu parles d'une structure, c'est pas simplement première partie, je vais me présenter. Deuxième partie, je vais présenter mon pote. Troisième partie, je vais présenter une stratégie. Troisième partie, tu reviens sur un exemple. Et puis, ça manque de lien entre les différents chapitres. Et surtout, il n'y a pas de parcours dessiné. Tu n'es pas en train de proposer un parcours de croisière. Donc, tu ne proposes pas une transformation. Et donc, ton lecteur, si dès le premier chapitre, tu lui livres la totalité de la solution, pourquoi il serait motivé à lire la suite? Tu vois, il faut trouver des belles escales pour que, même si ton lecteur s'arrête à 20% de ton livre, il se dise « Waouh! Ah ouais, non, c'est pas mal. Là, franchement, avec le peu que j'ai lu, ça m'a été très utile. Libre à moi ensuite, cher lecteur, de continuer à le lire. » Mais tu vois, imagine ce parcours et travaille la structure de ton livre comme une transformation, comme un parcours de transformation. Le format. Le format aussi est très important. Je suis très heureux parce que j'ai déjà des retours de mes lecteurs qui apprécient le format de ce livre. Et c'est un avantage, mais c'est aussi une contrainte. Par exemple, dans ce livre-là, c'est des principes de fiche outil. Et chaque fiche outil, elle a un format qui lui est propre. Donc déjà, le principe du livre, tu l'auras compris, la boîte à outils, c'est que tu vas proposer des fiches pratiques. Donc là, en faisant cela, tu tiens un format. J'ai d'autres projets, je connais des entrepreneurs qui sont sur des projets de livres et je discute beaucoup avec eux. Tu as d'autres idées de format, comme par exemple
le journal de bord d'un entrepreneur à succès. Toi, je te donne des pistes comme ça de réflexion, des idées de format. Tu peux avoir le parcours de... tu peux imaginer comme ça les énigmes, tu peux imaginer des idées, quelque chose d'original qui fait qu'en fait tu tiens un format. Donc ici la boîte à outils c'est un format qui est propre, qui propose des fiches outils où les structures sont bien formatées. C'est un avantage parce que tu sais sur quoi tu t'engages, est-ce que tu t'engages à écrire, tu peux mieux organiser ton écriture, mais c'est aussi un inconvénient parce que des fois tu te dis ah mince, sur cette partie-là, je me serais bien étalé au moins sur 10 pages, comme ça ça me ferait 10 pages de plus dans mon livre par exemple. Mais tu dois rester concis, pédagogique, ça c'est la contrainte du livre. Et c'est une bonne contrainte pour toi aussi, lecteur. Ensuite, une fois que tu as ce squelette, eh ben c'est les sources. Eh oui, tu sais, tu vois, partie 1 c'est ça, partie 2 c'est tel sujet. Va chercher les sources. Donc déjà, les sources, ça peut être sur tes propres écrits, sur tes propres recherches, mais organise-le. Moi, en l'occurrence, pour mon livre, j'avais des interviews, j'avais des sources de mes articles, et j'organisais tout ça en disant, voilà, la partie 1, chapitre 1, peut aller reprendre comme inspiration un article que j'avais écrit, et comme élément d'actualisation, prendre ce point-là, cette nouvelle donnée, ces nouvelles statistiques, et donc tu organises ta veille. Vraiment, tu as ton chapitre, ton sommaire détaillé. Moi, ce que je faisais, c'est que pour mon dossier numéro 1, j'avais un dossier sur mon ordinateur qui s'appelait dossier numéro 1, dans lequel, chaque fois que je trouvais une source intéressante, je la convertissais en PDF et je l'organisais dans mon dossier. Tu as différentes façons. D'autres préfèrent faire du mind mapping, donc tracer une mind map, citer les sources. Il y a plein d'outils en ligne comme ça qui te permettent de le faire. Et surtout, les interviews. Qu'est-ce que ça peut t'apporter, les interviews? Déjà, c'est de te dire que t'as pas la science infuse, quoi. Je veux dire, tu es sur un sujet de non-fiction, donc peut-être qu'il y a des experts sur certains domaines que ça vaut le coup d'aller les interviewer. Et ça rendra pas ton livre impersonnel. Au contraire, tu pourras citer la source, citer la personne que tu as rencontrée, et l'interview en lui-même, c'est de la valeur complémentaire au livre. Parce que dans mon livre, par exemple, j'ai 58 fiches outils et 47 vidéos d'approfondissement. Certaines vidéos, elles ont été construites auprès de mon audience, donc c'est moi qui livrais un contenu auprès de mon audience. Et certaines autres vidéos, c'est des interviews d'approfondissement que j'ai eues avec des experts qui viennent réellement creuser et apporter des compléments et des pépites sur un sujet précis. Allez, on continue. On est toujours ici sur les points communs avant que je te présente les 3 stratégies. Tu vois, déjà rien que ça, c'est de la valeur. L'implication. Oh, que c'est important. Il faut s'impliquer. Et oui, parce que quelle que soit la stratégie que tu vas employer, je t'en reparle juste après, ça représente des efforts. Tu as des efforts qui sont non négligeables. Et on lâche rien, c'est le message que je peux te donner si tu as un projet de création de livre. On lâche rien. Ça peut te faire mal au crâne, ça peut te faire des nœuds au cerveau. Tu peux avoir le syndrome de l'imposteur quand tu vas commencer à écrire en disant que ce que tu vas écrire va être gravé sur du papier comme si c'était gravé sur du marbre. Lâche prise par rapport à ça et lâche rien pour aller jusqu'au bout de ton projet. Et enfin, dernier indice, dernier point commun avant d'attaquer les stratégies, la communauté. Trouve un entourage bienveillant. J'ai la chance d'avoir une communauté. Je te mets un lien sur cette vidéo pour rejoindre cette communauté. Mon Vidéo Club Business, c'est un groupe privé où je reçois justement les entrepreneurs qui veulent faire bon usage de la vidéo. Je leur ai parlé à cette communauté de mon projet de livre. J'ai échangé avec eux des vidéos. J'ai même donné en exclusivité des vidéos qui sont en complément à ce livre et ils les ont reçues et vues en exclusivité. Ils ont pu me poser leurs questions, ce qui est venu m'aider à approfondir des parties de mon livre. Et tout cela, en fait, en faisant cela, je crée un entourage bienveillant. Pareil pour les personnes que j'ai interviewées. Aujourd'hui, ce sont de véritables alliés par rapport à la valeur qu'ils ont apportée dans le livre. Ce sont des alliés parce que eux aujourd'hui sont fiers aussi d'avoir un exemplaire de ce livre. Ils sont cités à l'intérieur. Il y a une fiche qui leur est dédiée. Et donc, ils peuvent aussi être le relais dans la communication du livre. Stratégie numéro 1, tout écrire. Avec une méthode qui a été créée en même temps que cette vidéo, la méthode... C'est quoi la méthode? Bon, j'ai rien trouvé de mieux. Et là, tu vas te dire, attends, mais pisser, reposer, reformuler, rituel. Oh là, ça m'intrigue. Stratégie numéro 1, tout écrire. Oui, là, cette fois-ci, tu te décides à prendre le bouquin à ta charge, tu as écrit le sommaire détaillé et tu vas tout écrire. C'est toi qui vas être purement l'auteur qui va tenir la plume. Donc, comment on va faire? La meilleure façon de procéder, déjà, c'est de t'organiser tel des rituels dans la journée. S'il y a un moment où tu es plus productif, c'est le moment où il faut te dire que là, il va se passer rien d'autre que d'écrire.
et plus précisément de pisser du contenu. Tu sais exactement, tu as 1 heure devant toi, tu sais que tu vas pisser du contenu sur ce chapitre précis de ton livre et tu ne fais rien d'autre que de pisser du contenu. Une fois que tu as pissé ce contenu, ça veut dire que tu ne prends même pas le temps de corriger la virgule, tu ne prends même pas le temps de revenir sur ta phrase, tu débites le contenu, tu lâches toutes les idées que tu as dans le cerveau. Tu laisses reposer la pâte et ensuite, seulement une fois que tu as pris suffisamment de recul par rapport à cette action, tu pourras faire un travail de reformulation et tu auras déjà la V01 ou la V04, ça dépend comment tu t'organises, de ta petite partie. Et puis après, pareil, hein, tu fais encore de nouveau un nouveau rituel, tu laisses un petit peu reposer et tu reviens jusqu'à en faire une belle V1. Voilà. Ça, c'est cette stratégie numéro 1. La méthode, voilà. Pas mal comme méthode, non? Qu'est-ce que t'en penses? Tu me dis ça en commentaire? La stratégie numéro 2, déléguer. En quoi ça consiste? Là, cette fois-ci, je parlais tout à l'heure de porter la plume. Eh bien, tu délègues cette activité. Tu trouves quelqu'un qui va porter la plume, qui va écrire pour toi. Il y a 2 façons, plusieurs philosophies par rapport à cette délégation. Et dans la stratégie numéro 3, tu vas voir, c'est encore plus puissant. Ici, le plus important, avant de laisser le manuscrit entre les mains de quelqu'un qui ne connaît pas ton sujet, c'est de bien préciser ce dont tu as besoin, de bien rappeler le format attendu, de bien donner les consignes exactes, sinon tu pourras avoir de mauvaises surprises dans la restitution, de donner des jalons, histoire d'avoir au moins des premiers retours pour que tu puisses contrôler et ajuster, ça c'est normal, c'est de la délégation. Hein. Et donc, tu vas partager les sources, tu vas donner le canevas en disant ça c'est le modèle, voilà exactement à peu près dans l'idée le format que je souhaite produire, voici les sources, et donc je te mets toi, cher sous-traitant, à l'épreuve en me proposant par exemple de m'écrire une première partie avec ses sources et voilà avec mes précisions. Et tout cela, si c'est bien organisé, si vous avez une bonne relation avec votre prestataire, eh bien il va vous faire un bon travail. Et de toute façon, tout travail mérite salaire et donc vous allez le payer à sa juste valeur. Et ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant de déléguer la partie d'écriture ou je dirais même de préécriture. Vous la déléguez par rapport aux sources, par rapport aux consignes précises que vous avez transmises. Maintenant, ça n'exclut pas que derrière, il faut reprendre ce qui a été la petite plume qui a travaillé pour vous. Il va falloir, vous, derrière, regarder ce qui a été fait et faire un peu le même exercice que tout à l'heure, laisser reposer la pâte, corriger. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de simplifier. Parce que si vous donnez plusieurs sources à votre prestataire, lui va faire un travail de reformulation, faire tenir ça dans les cases, dans le cahier des charges que vous lui avez proposé. Maintenant, vous, votre pâte à vous, elle va se trouver où, votre valeur ajoutée? Elle va se retrouver dans la simplification. Comment vous allez pouvoir rendre le propos plus pédagogique et ne pas chercher à s'étaler pour en dire trop, ça ne sert à rien. Chercher à simplifier. Et ça, c'est un véritable effort. Vous voyez, c'est un point commun entre les 3 stratégies que je vous présente aujourd'hui. C'est un véritable effort de reprendre le travail d'un autre pour pouvoir y mettre sa patte. Donc, stratégie numéro 1, c'est beaucoup d'efforts. Stratégie numéro 2, ne négligez pas cette étape. Allez, vous êtes chaud? Voici maintenant la stratégie numéro 3. Le Live Lean Startup. Qu'est-ce que c'est que le Live Lean Startup? C'est simple. Diffuser, retranscrire, reformuler. En quoi ça consiste? J'adore cette méthode. Cette méthode-là, c'est une façon de procéder que vous pouvez appliquer lorsque vous maîtrisez Puissance Live, ma formation Puissance Live. puissancelive.fr, vous prenez la méthode et vous allez pouvoir faire comme d'autres auteurs l'ont fait auparavant. Vous allez pouvoir faire du Live Lean Startup. Vous donnez un rendez-vous à votre audience régulier. Par exemple, si j'étais sur un livre en 6 parties, comme c'est mon cas, un livre en 6 parties, vous allez donner 6 rendez-vous en direct à votre audience. Vous allez faire donc 6 webinaires de contenu. Et encore une fois, ce n'est pas nécessairement d'être diffusé sur une page en public. Vous pouvez faire ça sur un groupe privé ou dans une salle de conférence de type conférence en ligne. Une fois que vous faites cela, vous donnez 6 rendez-vous, donc vous pouvez plus procrastiner. Et vous allez comme cela, sur cette première conférence, livrer avec une belle énergie tout le contenu que vous souhaitez livrer pour le dossier numéro 1, votre partie 1 de votre livre. Donc, à minimum, structurer évidemment cette présentation, histoire d'avoir quelque chose à commenter pour que ça reste structuré, que ça ne parte pas en freestyle. Et donc, vous allez diffuser plein d'énergie,
votre partie 1 en l'expliquant à l'oral, en racontant cette partie 1, en exposant à l'oral cette partie 1. Et ensuite, vous allez la faire retranscrire intégralement. Vous prenez une prestation à pas cher qui va retranscrire chaque minute de votre diffusion. Voilà. Et une fois que cette retranscription est disponible, vous prenez une autre prestation d'une plume, un prestataire qui sait donc rédiger, qui va reprendre cette transcription et en faire quelque chose de bien reformulé, de bien composé. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir gagner un temps fou, puisque vous allez pratiquer en fait du live in startup. Vous prenez un rendez-vous en direct, vous n'avez plus le choix, vous ne pouvez plus procrastiner. Et puis voilà, une fois que vous avez cette retranscription qui est disponible, vous la faites reformuler à quelqu'un à qui vous avez donné les mêmes consignes qu'à la stratégie numéro 2. Et ensuite, pareil que la stratégie numéro 2, bien vous faites quand même de l'effort de correction, de simplification. Et voilà. Et après, évidemment, je rappelle ce point qui est super important. Entourez-vous d'une bonne communauté. Parce que vous pouvez tout à fait livrer des épreuves de votre livre à une communauté bienveillante qui va, elle, vous faire des retours bienveillants. Et ça, c'est la bonne pratique pour écrire votre livre efficacement. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des cœurs et des j'aime. Partagez cette vidéo. Et je vous retrouve très vite pour un prochain sujet, un prochain interview. À plus tard.